les paysages qui sont présents sur Blagnac. Alors je suis pas allé très loin pour retrouver une photo, une vue aérienne de Blagnac. J'ai pris une photo que j'ai trouvée sur votre site internet et je crois même que c'est l'entrée de la vidéo de présentation de la ville de Blagnac. Quand on regarde Blagnac vue d'avion, on s'aperçoit assez rapidement que malgré l'urbanisation importante, il y a quand même pas mal de vert sur cette photo. Et ce vert, c'est plutôt encourageant, on va dire, pour l'avenir. Donc on retrouve des espaces agricoles. Pour ceux qui connaissent, c'est plutôt du côté des 15 sols, donc au nord-est de la commune. On retrouve des forêts, on retrouve la Garonne, le fleuve, un peu une espèce de alors je ne vais pas dire colonne vertébrale parce qu'elle ne passe pas au milieu de la commune, mais en tout cas elle est à côté. On retrouve la ville. Les bâtiments qu'on a construits pour certains animaux sont utilisés. On verra tout à l'heure qu'il y en a un qui s'en accommode très bien. On retrouve des parcs urbains. Et on retrouve également des jardins privés. Et c'est là où des fois on a tendance à oublier que les espaces verts ils ont un rôle pour la nature, mais nos jardins ils ont aussi un rôle pour la nature. Et si on ne réfléchit qu'à l'échelle de son jardin, des fois on arrive sur des incohérences et on a beau mettre tout en œuvre avec les collectivités pour restaurer des corridors écologiques, si tous les jardins privés sont complètement hermétiques et totalement fermés, on n'arrivera pas à grand chose. Donc vous avez un rôle à jouer aussi dans ces corridors écologiques et dans ce concept de trame verte et bleue. Votre espace a un rôle. Alors on va commencer par les bois et les forêts. Alors les bois et les forêts, on a vu sur la carte, il y en a quelques-uns, certains qui sont très anciens, d'autres qui sont un peu moins anciens, mais tous ont un rôle à jouer pour les animaux et les plantes notamment. Alors là, il y a un concept dont je n'ai pas encore parlé qui s'appelle le service écosystémique. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de donner un nom au service que va rendre la nature à l'homme pour que l'homme s'y intéresse. Par exemple, la question, à quoi ça sert un moustique ? Un moustique, il a des services écosystémiques. On en parlera tout à l'heure si vous voulez. À quoi ça sert une chauve-souris ? Voilà. Ce à quoi ça sert, c'est les services écosystémiques. Donc à quoi ça sert une forêt ? Une forêt, ça sert à stocker le carbone et à maintenir la qualité de l'air. En ville, on stocke la pollution un peu grâce aux arbres. Je ne dis pas que c'est la solution miracle. On s'en sert et on s'en servait pour récolter le bois, que ce soit pour le chauffage ou pour les constructions. On s'en sert aussi, et ça c'est un petit peu plus contemporain, on va dire, on s'en sert comme îlot de fraîcheur en période de canicule. L'avantage, c'est que vous avez des vieilles forêts et des forêts qui sont un petit peu moins âgées. Et donc la présence de vieilles forêts, ça va permettre notamment le maintien de certains arbres qui sont dits morts, mais qui vont accueillir une faune et parfois une flore aussi qui est tout à fait exceptionnelle et essentielle pour la survie de la forêt en elle-même. Donc dans les espèces qui sont présentes dans ces forêts, j'aurais pu vous choisir des arbres. Alors les arbres, on en parle beaucoup depuis l'intelligence des arbres. Là j'ai choisi de vous présenter un arbuste. Les arbustes, on en parle un petit peu moins parce qu'ils ont moins d'aura. On trouve moins de personnes qui cherchent l'énergie de l'aubépine parce que c'est un arbuste. Mais par contre c'est des arbustes qui sont très intéressants, notamment pour les oiseaux, parce que les arbustes donnent une quantité de fruits, notamment, très très intéressante pour les oiseaux. Je prends l'exemple de l'aubépine monogyne, dont le fruit s'appelle la senelle. Cette senelle, elle est nettement plus intéressante, par exemple, qu'une orange, en termes de vitamine C. Elle est, je crois, 10 à 20 fois plus riche en vitamine C que nos agrumes. Donc elle est comestible, on peut la manger. Alors j'en ai jamais goûté. Je vous invite à le faire, peut-être vous me direz si c'est bon ou pas. En tout cas, l'aubépine a plein de vertus. On dit qu'elle est calmante, etc. Donc c'est un arbre qui a l'avantage de procurer aux oiseaux un habitat. Donc il y a des oiseaux qui font leur nid dedans, mais aussi le couvert. Voilà. À l'automne, les fruits vont donner beaucoup de nourriture à ces oiseaux. On l'appelle l'épine blanche aussi. Nos anciens l'appelaient souvent l'épine blanche. Elle a des épines qui lui permettent notamment de ne pas se faire trop brouter par les vaches ou par les chevreuils, ce qui fait qu'on s'en est beaucoup servi pour faire des haies qui servaient à délimiter les parcelles des agriculteurs et des éleveurs notamment. Voilà. C'était une clôture qui coûtait pas cher et qui était décorative, on va dire. Donc c'était intéressant. Ça fleurit blanc. C'est un des premiers arbustes à fleurir au printemps. Sur ces espèces de sous-bois, donc comme l'aubépine, on va retrouver aussi la ronce. Voilà. Alors la ronce, on l'aime pas
Sauf quand elle fait des mûres. Quand elle fait des mûres, on l'adore, mais en dehors de cette période-là, on l'aime pas. Alors, on l'aime pas parce qu'elle pique, on l'aime pas parce qu'elle pousse vite. Mais ça, c'est aussi très intéressant dans la nature parce qu'une forêt naît dans un roncier. Le roncier, c'est un stade intermédiaire entre une prairie qui est délaissée et ensuite une forêt. Il y a beaucoup de graines qui vont germer à l'intérieur du roncier, qui vont être protégées, notamment des chevreuils, par ce roncier. Et ensuite, quand l'arbre il va percer le roncier, il va faire une ombre, un ombrage qui va rentrer en concurrence avec la ronce et la ronce va régresser. Donc si on n'a pas de ronce dans une forêt, on a peu de chances d'avoir une forêt assez dense, on va dire. Et donc là, on a un petit coléoptère, voilà, qui n'a pas un nom très sympa, le drap mortuaire, qui porte son nom du fait de sa couleur noire avec des petites broderies, on va dire, blanches. Et ces coléoptères, on les oublie souvent, mais ce sont des pollinisateurs qui sont très très importants et qui sont nettement plus efficaces que l'abeille domestique. Alors je suis apiculteur, donc du coup je peux en parler aussi. L'abeille domestique, on en parle beaucoup depuis quelques temps. C'est une espèce parmi un millier d'espèces d'abeilles sauvages qui vivent dans notre territoire. Les bourdons sont nettement plus efficaces que l'abeille domestique. Les coléoptères sont nettement plus efficaces que l'abeille domestique. Ils sont plus gros, ils sont poilus. Alors lui, il a l'abdomen qui est complètement poilu, donc il transporte un petit peu plus de pollen. Et quand ils n'arrivent pas à atteindre le pollen d'une fleur, ils mangent les pétales. Et donc du coup, ils arrivent encore plus à atteindre le pollen. Donc ce sont des pollinisateurs qui sont très très efficaces. Voilà, donc là, il a servi à polliniser une ronce. Et puis peut-être que derrière, il y avait un enfant ou un adulte qui était content de manger la mûre qui avait été pollinisée par ce drap mortuaire. Un autre coléoptère, alors qui celui-là est un piètre pollinisateur, il n'est pas très poilu. Je vois la dame qui montre sa main comme ça, je pense qu'elle parle peut-être de sa technique de vol. Voilà. Alors c'est le plus gros insecte d'Europe, le lucane cerf-volant. C'est un très gros coléoptère qui fait presque une dizaine de centimètres si on prend en compte ses mandibules. Alors il porte son nom, non pas au fait qu'il vole et qu'on pourrait l'assimiler à un jouet tel que le cerf-volant, mais il porte son nom de cerf-volant parce qu'en fait il a des mandibules qui font penser au bois d'un cerf, et comme la plupart des coléoptères, il vole. Donc c'est un cerf-volant. Ses ailes, il les cache notamment sous ses élytres. Tous les insectes, ou la majorité, ont 2 paires d'ailes, donc 4 ailes, et les coléoptères, ils en ont 2 qui protègent celles qui sont un petit peu plus fragiles, qui sont dessous. Alors ce coléoptère, il est très très intéressant, pourquoi ? Quand on le trouve, ça veut dire qu'on a une forêt qui est en bonne santé juste à côté. Et une forêt qui est en bonne santé, c'est une forêt où il y a des arbres qui meurent. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte ? Pourquoi une forêt en bonne santé, c'est une forêt qui a des arbres qui meurent ? Une forêt, elle a besoin, pour durer longtemps, de s'entretenir. Pour s'entretenir, il faut qu'il y ait régulièrement de l'engrais naturel qui lui soit apporté. Et bien un arbre qui meurt suite à une tempête, suite à une maladie ou un accident de la vie, parce que les arbres souvent ont la caractéristique d'être éternels, mais ils ont aussi des accidents de vie, un arbre qui meurt, ça va donner ça. L'arbre tombe au sol, puis il va être découvert par certains insectes qui vont trouver que le bois tendre, c'est bien à manger, c'est facilement assimilable. Ces insectes vont dégrader le bois, vont donner des petits morceaux qui vont être ingérables par d'autres insectes, puis par des plus petits insectes, des crustacés, des champignons, des bactéries, et au bout de la chaîne, on arrive à une toute petite boule microscopique qu'on appellera de l'humus. Et c'est grâce à cet humus que la forêt peut continuer à s'entretenir. Donc quand vous voyez un arbre mort dans une forêt, si ce n'est s'il est sur un passage et qu'il y a un risque de sécurité, bien évidemment, mais le mieux c'est de ne pas l'enlever, parce que vous privez de la forêt de l'énergie qui a fait naître cet arbre avant. Donc, si vous l'enlevez, vous appauvrissez la forêt. Et la biodiversité, la nature se charge de faire le travail. Alors c'est sûr, ça prend moins de temps, ça prend plus de temps que d'enlever l'arbre et du passage. Mais là, en l'occurrence, vous avez ce lucane, là, qui est capable de communiquer avec l'arbre. C'est plutôt l'arbre, en l'occurrence, qui communique avec les insectes. Les arbres émettent des substances que les insectes vont capter, et les insectes sont capables de capter un arbre vieillissant ou un arbre mourant. Les insectes, ils vont rarement, en tout cas celui-là, jamais s'attaquer à un arbre qui est en pleine forme. Ça serait un coût en énergie trop important d'aller forer une galerie dans un arbre qui est très dur. Et donc lui, il va détecter, donc là on a la femelle qui n'a pas les mandibules et le mâle qui a les grandes mandibules. Ces grandes mandibules, elles ne servent pas à manger, sinon la femelle ne pourrait pas manger. On va parler de la nourriture. Elles servent juste à dissuader les prédateurs, notamment les geais, les chouettes-hulottes qui peuvent manger ces insectes-là. Et ça sert aussi au combat de mâles. Les mâles se battent pour impressionner la femelle. Et oui, depuis tout temps, les mâles impressionnent les femelles.
Peut-être que ça changera. En tout cas, la nature nous montre beaucoup d'exemples dans ce sens-là. Et donc la femelle, le mâle vont repérer des arbres comme ça qui sont vieillissants, pondre à l'intérieur de l'écorce, et de l'œuf va sortir une larve qui fait 3-4 cm de diamètre à l'état dans sa forme la plus grosse, on va dire, parce qu'elle va passer, comme la libellule, 3 à 5 ans dans l'arbre mort. Elle va manger du bois, elle va participer à la dégradation de ce bois, et au bout de 3 à 5 ans, elle va former un cocon à l'intérieur de ce bois mort, et l'adulte va la larve va se métamorphoser en adulte. Et comme chez la libellule, je le précisais tout à l'heure, cet adulte il va pas vivre très très longtemps parce que l'hiver les insectes ils résistent pas très très bien. Donc lui il va naître, elle et lui, ils vont naître généralement en mai-juin et ils vont mourir fin août quand ils auront accompli leur rôle qui est la reproduction et la pérennité de l'espèce. Et ils sont tellement préoccupés par cette reproduction pour la pérennité de l'espèce qu'ils en oublient de manger. Et du coup, ils mangent quasiment pas. Donc ils sont vraiment faits pour se reproduire et pérenniser l'espèce. Alors un oiseau qui est friand des larves de l'insecte qui était juste avant, tout est lié. Est-ce que quelqu'un connaît cet oiseau? Alors j'entends pivert, pique et pêche, c'est un pic en effet, et c'est le pique et pêche. Alors le pivert et le pique et pêche sont deux cousins. Le pique et pêche est plutôt un oiseau, un pic forestier, alors que le pique vert, c'est plutôt un oiseau qu'on va retrouver, on va dire, dans les parcs et les jardins. Le pique vert, il a tendance à manger des fourmis, c'est pour ça qu'on le voit souvent au sol, alors que le pique et pêche, on ne le verra jamais au sol, parce qu'il mange surtout sous l'écorce des arbres. Alors les pics, c'est un peu des warriors dans la nature, ils ont des adaptations morphologiques qui font qu'ils sont assez exceptionnels. Alors déjà, on voyait, il a une posture droite, il tient sur l'arbre, comme ça. Ce sera assez difficile de s'accrocher. Nous, si on demandait de nous accrocher par 2 pattes sur un arbre, on aurait un peu du mal. Lui, en fait, il a presque une 3e patte. Les plumes de sa queue sont très rigides, ce qui lui permet de s'asseoir sur l'arbre comme un trépied. Donc là, il ne se fatigue pas trop. Pourquoi il a besoin de faire ça? Tout simplement parce que des fois, il va rester longtemps sur un arbre. Et quand il reste longtemps sur un arbre, c'est pour différentes raisons. La première, c'est pour se nourrir. Un pic, il va piquer l'écorce d'un arbre pour aller chercher les insectes qui sont logés à l'intérieur. Lui, il a deux technologies naturelles à l'intérieur de son crâne. La première, il a un bec avec le bec est plus court et plus long en bas qu'en haut. Ce qui fait que quand il va taper sur un arbre, ça va taper surtout sur la mâchoire, on va dire en bas, et pas sur la mâchoire en haut. Donc moins d'impact sur le cerveau. Et la deuxième adaptation, ça c'est la plus sensationnelle on va dire, il a une loge dans son crâne qui lui permet de ranger sa langue. Je vous ai dit 10-15 cm. Là c'est un oiseau, la tête si on prend le bec ça fait 4-5 cm, c'est pas très très grand. Et bien il va ranger sa langue autour de sa boîte crânienne et cette langue va servir d'amortisseur à sa boîte crânienne quand il va taper. Voilà. Sinon son cerveau se taperait complètement sur son crâne et il deviendrait fou et il mourrait. Voilà. Donc c'est vraiment un oiseau qui est plein de nouvelles technologies, on va dire, que lui a doté la nature. Donc là on a des exemples de cavités. On a des cavités qui ont servi pour la nidification. On va avoir ce qu'on appelle au milieu d'une forêt une clairière. Ces clairières, elles ont un rôle très très important parce qu'elles vont mettre en avant des lisières. Une lisière, c'est une zone qui va permettre une délimitation entre un espace fermé et un espace ouvert. Donc ici, on voit très bien, on a le boisement et là une prairie. Et bien la lisière, c'est ça, c'est le bord. Et cette lisière est très fréquentée par les animaux parce que cette zone très arbustive va servir de refuge et cette zone plus ouverte va servir de zone d'alimentation. Voilà. Et c'est le cas de ce lapin de Garenne. Alors le lapin de Garenne, ça nous semble un animal très très commun, notamment dans le sud-ouest, il est plus si commun que ça. Il y a notamment la myxomatose qui a fait beaucoup de dégâts dans les populations de lapins. Et pourtant c'est un animal qui est très très intéressant parce que justement il va entretenir ces petites zones ouvertes là. Il va brouter l'herbe, il va parfois manger quelques plantules, quelques jeunes arbres qui pouvaient pousser. Et donc, grâce à lui, on a une mosaïque de milieu naturel à un endroit donné. Sur certains secteurs, c'est une véritable tondeuse. L'herbe est très rase. Là, c'est une photo qui a été faite au Bois Pinot, par exemple, sur lequel il y a des panneaux pédagogiques qui ont été ou qui vont être installés. Voilà. Que vous pourrez redécouvrir avec des informations naturalistes. Alors, les écureuils, on les trouve partout dans les parcs et les jardins aujourd'hui, mais à l'origine, c'était vraiment un animal qu'on ne trouvait que dans les bois. Voilà. Donc c'est un animal qu'on aime bien, parce que c'est mignon, il a un capital sympathie
important. Et puis il nous rappelle des fois aussi qu'on a un peu d'argent sur notre compte en banque, parce qu'il y a une enseigne qui en a fait son emblème. Parce qu'en fait, il accumule des réserves, ce petit écureuil. Et parfois, il est un peu tête en l'air. Donc il va mettre des glands, des noisettes, qu'il va enterrer dans le sol, parfois même dans les jardinières. Si vous avez des jardinières à côté d'un jardin, vous pouvez retrouver une noix au milieu de votre jardinière et vous demandez ce qu'elle fait là. C'est parce que Monsieur Écureuil est passé par là et qu'il a caché son butin. Mais il est un peu tête en l'air, il a tendance à l'oublier et la graine va germer et puis donner naissance à un arbre qui va participer à la colonisation arbustive. Donc grâce aux écureuils, on a des forêts qui apparaissent à des endroits où elles n'étaient pas là avant. Certaines forêts sont un peu humides, notamment parce qu'elles sont traversées par des ruisseaux ou tout simplement parce qu'il y a certaines dépressions qui accumulent l'eau de pluie. Et il y a des animaux qui font partie de la famille des amphibiens ou les batraciens qui vont profiter de ces petites zones humides à mi-chemin entre la terre et l'eau. Et notamment, il y a cette espèce-là qui a alimenté dans l'histoire beaucoup de peur, beaucoup de crainte. On disait qu'il fallait les jeter dans le feu parce que c'était des animaux qui venaient de l'enfer. C'est un animal qui, en effet, il est jaune. Les animaux jaunes dans la nature, jaune et noir, le premier qui nous viendra à l'esprit, c'est quoi? La guêpe, le frelon. Ces animaux, ils ont développé une stratégie qui leur permet d'afficher leur toxicité. La guêpe, elle pique, le frelon, il pique. Elle a des petites glandes derrière les yeux, là, qui sécrètent un petit venin qui est toxique pour les petits animaux, mais pour nous, ça ne nous ferait pas grand-chose, ça a juste un petit côté un peu irritant. Et donc, pour ne pas se faire manger, elle annonce la couleur et en dernier recours, elle émet ce venin là, par ses petites glandes. Donc cette espèce, c'est la salamandre tachetée. C'est un amphibien qui est quasiment exclusivement forestier, qui vit sur terre, dans la litière de la forêt, qui vit sous les feuilles la journée. Et la nuit, notamment, ou en période pluvieuse, elle va sortir pour aller se reproduire dans des trous qui sont remplis d'eau qu'on peut retrouver dans la forêt et donner naissance. Elle va accoucher. Parce que c'est un amphibien qui ne pond pas d'œufs, elle accouche. Elle va accoucher des larves qui ressemblent à des petits adultes comme ça, à l'exception près qu'ils ont derrière la tête des branchies, là on les voit un petit peu, des branchies rouges. Si vous mettez un adulte dans l'eau, il se noie. Elle est incapable de respirer dans l'eau. Mais par contre, les jeunes ont besoin d'eau. Voilà pourquoi les amphibiens, même cette espèce, a besoin d'eau pour vivre. Alors, les amphibiens, ils sont en voie de disparition plus. Alors, la disparition des zones humides, c'est une préoccupation aussi. On a perdu plus de 50% des zones humides en moins de 50 ans. Donc c'est vraiment... quand on n'en voit plus, c'est que c'est mauvais signe. Voilà. Elle est présente du coup sur la commune. Alors, on passe au deuxième habitat. Alors milieu naturel ou semi-naturel. Pour certains, ça va paraître bizarre de parler de nature et d'agriculture en même temps, ou de nature et de jardin. Eh bien si, en ville, la nature, elle est sous cette forme-là. À quoi ça sert? Stockage de carbone. Par exemple, les prairies, c'est 30% du carbone du sol qui est absorbé dans le monde. Donc si on enlève toutes les prairies, il y a 30% de carbone qui se retrouve en plus dans notre atmosphère. Donc bien plus que les arbres, une prairie est beaucoup plus efficace pour fixer le carbone atmosphérique. C'est un support alimentaire. Bon, évidemment, les prairies, on fait de l'élevage. Les zones de culture, on met des céréales. Et elles servent aussi à absorber l'eau de ruissellement. Voilà. Dans des villes où on a beaucoup de béton, de goudron au sol, l'herbe fait que l'eau va s'infiltrer beaucoup plus vite dans le sol. Voilà notamment pourquoi c'est intéressant de garder de la végétation au pied des arbres en ville, parce que cette végétation va permettre l'absorption de l'eau de la ville dans le sol. Voilà à quoi peuvent ressembler ces milieux ouverts sur la commune. Donc on a ce qu'on appelle des friches. Hop. Ici, ça c'est pas loin d'Aéroscopia. Là c'est pas loin des 15 sols. Là c'est la zone des 15 sols. Et là c'est les jardins partagés. Ah oui, les jardins partagés sont des milieux naturels, certes entretenus, mais naturels, qui accueillent de la biodiversité. Les friches qui ont une connotation très naturelle, parce qu'on les considère comme des zones abandonnées, ce sont des zones qui sont très très riches en biodiversité, et notamment en insectes. Et qui dit richesse floristique, dit richesse en insectes, qui dit richesse en insectes, dit base de la chaîne alimentaire très solide pour tout le reste des animaux qui vont en profiter.
Alors dans ces plantes, je commence par une plante jolie qui, je pense que celle-là, à l'inverse de la ronce, personne ne doutera de son intérêt à la conserver dans la biodiversité. Donc des orchidées. Voilà, on a des orchidées dans la nature, si tant est qu'on les laisse pousser. Sur Blagnac, vous avez plusieurs espèces d'orchidées, notamment une espèce d'orchidée qui est protégée, qui s'appelle l'orchis lactée, qui est présente à côté des pistes de l'aéroport. Voilà. Qui sont des zones naturelles, certes entretenues, mais qui sont des zones naturelles. Et donc cette orchis lactée, aujourd'hui, elle est protégée. Il y a des mesures de gestion qui sont faites pour pérenniser ces stations d'orchis lactée. Donc à des endroits où on retrouve l'orchis lactée, on ne peut pas construire des habitations. On ne peut pas faire une grande culture, parce qu'on a une espèce protégée avec un enjeu très important de conservation. Et donc c'est une chance de l'avoir sur un territoire urbain ou périurbain aujourd'hui. Et il y a d'autres espèces beaucoup plus communes, comme cette orchis pyramidale. Donc là, c'est pas une photo que j'ai prise sur Blagnac, mais on a certaines stations qui sont de cette ampleur-là, où on va retrouver ces petites orchidées qui poussent en grappe, qui sont roses. Et celles-là, elles ont tendance à pousser en mai-juin, quand on a déjà commencé à tondre notre jardin. Et des fois, on a des gens qui nous disent oh, je crois que j'ai une plante invasive dans mon jardin, ou quelque chose qui est exotique, j'ai oublié de tondre au mois de mai et elle est apparue comme ça, alors je l'ai laissé pousser pour voir ce que ça donnait. Et quand on oublie de tondre, on s'aperçoit que des fois il y a des très belles fleurs qui poussent et qui ne sont pas des espèces invasives ni des espèces exotiques. Une plante plus rustique, alors celle-là on l'aime pas trop, notamment quand elle est à ce stade-là. Vous connaissez cette plante ? Vous l'avez déjà vu sans doute, mais est-ce que quelqu'un connaît son nom? Alors tout simplement, hop, c'est la carotte sauvage. C'est l'ancêtre de la carotte qu'on mange aujourd'hui. Alors aujourd'hui elle est orange, mais si vous déterrez une carotte sauvage, vous trouverez une toute petite racine qui certes sent la carotte, mais qui est plutôt jaune et qui n'est pas orange. Alors cette carotte sauvage, elle est en fleurs notamment l'été, elle est très abondante dans les friches et dans les jardins, et elle est très intéressante pour plein d'insectes. Ici, on a un petit coléoptère, on a une mouche également, ici on a une araignée, voilà, qui est très mimétique, qui s'appelle une tomise ou araignée crabe, qui se cache dans les fleurs et qui attend ses pollinisateurs pour les manger. Donc ces plantes, elles sont très très intéressantes et elles ont développé des stratégies notamment pour attirer les pollinisateurs et faire que cette plante va pouvoir faire des graines. Donc là, on a au milieu de cette fleur ici un petit point qu'on a ici aussi. Et en fait, ce petit point, c'est une fleur qui est stérile, dont le rôle est d'attirer les insectes. À cet endroit-là, un insecte qui va survoler la plante va voir ce point noir et va se dire « Ah, tiens, il y a un insecte posé sur cette fleur ». C'est un petit peu comme nous quand on est au marché, quand on va faire le marché en vacances et qu'on voit qu'il y a un camelot avec plein de monde autour, finalement on va s'arrêter un petit peu, on va voir ce qui se passe ici. Chez les insectes, c'est pareil. On voit qu'il y a du monde, on va venir et finalement on va venir manger le nectar, le pollen et on va participer à la pollinisation de la plante. Alors les araignées des maisons, c'est pas les mêmes que celles que vous allez retrouver dans la nature. Tout simplement parce que c'est pas les mêmes conditions en termes d'hygrométrie, donc d'humidité, et aussi en termes d'abri, de couverture. Donc dans les friches, vous allez retrouver différentes espèces, notamment celle-ci, qui est bien cachée là, qui mange une mouche. C'est la même espèce que celle qui était blanche tout à l'heure sur la carotte sauvage. En fait, elles naissent d'une couleur et ensuite elles vont aller s'abriter et chasser sur les fleurs qui sont de leur couleur. Elles ne changent pas de couleur, elles vont sur les plantes qui ont leur couleur. Donc une tomise qui est née jaune, elle va aller sur les fleurs jaunes pour manger. Et là, elle a réussi son coup, donc là, elle est sur un senson et elle mange une mouche. Là, on a une autre araignée qui a une stratégie de défense qui est, on en a parlé tout à l'heure, la couleur. Elle s'appelle l'Argiope frelon parce que sa couleur rappelle le frelon. Alors quand on la voit dans la nature ou quand on voit sa toile, c'est assez facile de la reconnaître parce que comme Zorro, elle signe sa toile d'un Z, alors plusieurs Z, elle fait ce petit zigzag. Alors il y a plusieurs publications qui sont sorties sur pourquoi est-ce qu'elle fait cette toile comme ça. Alors il y aurait un intérêt qui serait notamment quand un oiseau passe à proximité, il voit la toile et donc il fonce pas dedans. Parce que quand l'araignée doit reconstruire toute cette toile, ça lui prend du temps et pendant ce temps-là, elle ne peut pas manger. Et donc ça serait pour éviter que les oiseaux viennent rentrer en collision dans la toile. Comme ça, elle n'a pas besoin de reconstruire sa toile. Voilà. Une troisième araignée qu'on peut retrouver dans ces prairies. À quoi ça vous fait penser, ça? Alors une tique, oui, parce qu'elle a un gros abdomen. Mais si vous regardez le motif,
Un personnage célèbre. Napoléon, exactement. C'est l'araignée Napoléon. 10 000 espèces 10 000 renards à Blagnac 10 000 espèces? Non, il y a une espèce de renard, le renard roux. 10 000, c'est le nombre de proies, notamment des rongeurs, que va manger un renard par an. Voilà. Donc ce renard, là, il est dans une prairie, et dans une prairie, il va venir chercher plusieurs choses. Il va venir chercher notamment à manger. Un renard, il est omnivore, il est beaucoup frugivore et un peu carnivore. Quand il va être frugivore, il va manger notamment des baies, qui sont les ronces, par exemple, les mûres, mais parfois les cerises aussi. C'est pour ça que dans ces crottes, on trouve souvent des noyaux. Et il mange aussi des rongeurs. Et 10 000 rongeurs par an, c'est pas une mince affaire. Quand on voit la quantité de produits qui peuvent être répandus dans des grandes cultures ou dans des prairies pour éviter les problèmes, les dégâts aux rongeurs, bah là on a un allié naturel qui nous permet justement d'éviter ces ravageurs, entre guillemets. Quand on traite une parcelle, avec ces raticides notamment, ben lui il va pâtir complètement de tout ça parce que lui il va en manger 10 000 et 10 000 substances de raticides accumulées les unes derrière les autres, ben cette espèce peut être amenée à disparaître. Ici on a à côté du parc du Baricou, ici on a le parc des Ramiers, là on a le Ritouré et le Grand Noble. Je confonds toujours le Ritouré et le Grand Noble, pardon, veuillez m'en excuser. Donc le Ritouré et le Grand Noble. Donc ce sont des espaces qui sont ouverts, dans lesquels on a des arbres, dans lesquels on a parfois des zones humides, de l'herbe haute, de l'herbe rase. Ce sont des milieux naturels utilisés par l'homme, mais aussi par les animaux et les plantes. Un petit papillon, on n'a pas parlé de papillon, qui s'appelle la carte géographique, qui tient son nom de sa couleur, notamment les anciennes cartes géographiques avaient cette couleur un peu sépia, on va dire, avec des motifs noirs. Alors cette carte géographique, c'est une espèce qui ne dépend que de la présence de la plante sur laquelle elle est posée ici, qui est l'ortie, exactement. L'ortie, pareil, on l'aime pas, ça pique, ça gratte. Voilà, c'est pas forcément une plante qu'on va aller semer dans son jardin. Pourtant, il y a 30 espèces de papillons et une centaine d'espèces d'insectes qui ne dépendent que de l'ortie. Si on supprime tous les orties du monde, tout ça, ça disparaît. Voilà. Et notamment cette espèce, voilà, qui s'appelle la carte géographique, et qui va pondre ses œufs sur l'ortie parce que la chenille va manger l'ortie. Les papillons fréquentent les plantes sur lesquelles ils vont pondre parce que ces plantes vont nourrir les chenilles. Voilà. Alors un animal qui nous paraît totalement courant, mais il faut savoir qu'il y a certains pays en Europe où il n'est pas du tout présent, le lézard des murailles qu'on voit un petit peu partout. Et tout à l'heure je vous parlais des bâtiments qu'on a construits en ville et qui servent à accueillir certaines espèces. Le lézard des murailles, comme son nom l'indique, il aime bien les murailles. Donc s'il n'y avait pas de murs, s'il n'y avait pas de murets, de bâtiments, de petites cachettes dans ces murets, on n'aurait très certainement pas ce lézard qui adore s'exposer au soleil. Alors il est insectivore, donc s'il y a un ver de terre qui passe dans le coin, il peut aussi le manger, mais sinon il est plutôt insectivore. Quand on s'y intéresse un petit peu, quand on regarde de près, c'est joli un lézard. Il y a vraiment des écailles, des couleurs, notamment certains mâles, ils ont des taches bleues, donc là on ne voit pas forcément de manière très nette, mais voilà, des petites taches bleues. Ah, une espèce qui intéresse, je pense, pas mal de personnes parmi vous, qui moi m'intéresse aussi beaucoup parce que sa disparition a tendance à m'affecter également, et pourtant c'est une espèce qui bénéficie d'un capital sympathie énorme. Alors la mairie de Blagnac a souhaité s'associer à une démarche qu'on a à l'association, notamment de faire des inventaires de nids d'hirondelles, mais d'aller un peu plus loin, de sensibiliser les propriétaires, les hôtes des hirondelles, pour mieux faire connaître ces hirondelles et surtout d'éviter de détruire leur habitat. Donc ce nid-là, c'est à peu près 200 petites boulettes de boue qu'elles vont agglutiner les unes à côté des autres pendant une dizaine de jours. Donc pour qu'une hirondelle puisse se reproduire dans une ville, il faut qu'il y ait de la boue. La boue, c'est pas forcément très fréquent en ville. Donc ça, c'est une des causes de disparition des hirondelles. 40% des hirondelles, alors il y a une étude qui a été faite entre 1989 et 2001 et qui a montré que 40% des hirondelles, des populations d'hirondelles avaient disparu sur ce petit laps de temps. Entre 2001 et 2019, je pense que c'est pas remonté, ça a plutôt continué à descendre.
Donc en ville, le fait d'avoir de la boue, c'est quelque chose d'important pour que les hirondelles puissent continuer à se reproduire. Si on parle de leur alimentation, est-ce que vous savez ce que mange une hirondelle? Des moustiques par exemple, oui. Des insectes, exactement. Ouais, service écosystémique, tout de suite on pense aux moustiques. En effet, les hirondelles mangent des insectes volants, mais aussi certaines araignées. Il y a des araignées qui se servent de leur toile comme d'un parachute pour passer d'un endroit à un autre, ce qu'on appelle le plancton aérien. Voilà. Donc elles mangent ce plancton aérien. C'est entre 2000 et 3000 insectes que peut manger une hirondelle par jour. Donc c'est assez impressionnant, c'est pour ça qu'elles passent leur temps à voler. Donc pareil, c'est un peu un allié de l'homme qui tend à vouloir lutter contre les insectes volants et notamment les moustiques. Le merle noir qui est à l'origine un oiseau forestier, exclusivement forestier, et qui, parce qu'on a intégré des bosquets en ville, a trouvé ce qu'il lui fallait en ville. Alors là, il est sur un troène, c'est un mâle là, c'est un merle qui aime bien manger des fruits en l'occurrence. La femelle est plutôt marron, elle n'a pas le bec jaune. La mésange dont on parlait tout à l'heure, donc là elle a un petit moustique dans le bec, donc c'est aussi un allié qu'on aime bien. Donc 300, c'est le nombre de proies par jour qu'une mésange va chasser en période de reproduction, parce qu'elle va avoir besoin de nourrir ses petits, et que pour nourrir ses petits, il faut beaucoup de protéines, et donc ces protéines, on les trouve dans les insectes. C'est la raison pour laquelle il ne faut surtout pas nourrir les oiseaux en période estivale ou au printemps, parce qu'en fait, ces oiseaux-là qui passent toute l'année chez nous, ils ont besoin de graisse l'hiver, parce qu'il fait froid, qu'il faut lutter contre le froid. Avant, ils les trouvaient dans la nature, ces graisses, c'était les graines qu'on laissait dans les prairies, maintenant on les laisse un peu moins, donc on leur donne quelques graines l'hiver, mais par contre, l'été, elles ont besoin de protéines, notamment pour nourrir leurs petits, et si on continue à les nourrir avec des graines, elles ne sont pas folles, si vous donnez des bonbons à un enfant, il va vous dire oui, je veux encore des bonbons. Et la mésange c'est pareil, elle continue à les manger, sauf que derrière elle va accumuler des graisses, peuvent se voir apparaître des problèmes d'obésité, et du coup une reproduction qui est moins efficace, et on a des soucis derrière. La rainette, alors non pas la rainette verte, la rainette méridionale. Alors là, on peut l'appeler rainette verte parce qu'en effet elle a cette couleur-là, mais le vrai nom de rainette verte, c'est sa cousine qui vit plutôt dans la moitié nord de la France. Voilà. Au-delà du Lot, on va dire. Donc cette rainette méridionale, c'est une des espèces les plus courantes qu'on ait dans le milieu aquatique. Alors on la voit pas souvent parce qu'elle est souvent perchée dans les arbres, elle est très très mimétique, et elle ne va dans l'eau que pour se reproduire. Alors elle a un chant qui est assez fort, qui fait jusqu'à 87 décibels. Mais pareil, c'est un animal qui mange des insectes, qui mange notamment des moustiques. Donc c'est intéressant de les avoir. Elles font partie du cortège d'espèces locales qu'il faut préserver. Capitale sympathie, j'entendais. Ah oui, voilà. Le hérisson d'Europe. Alors le hérisson d'Europe, pareil, on l'aime bien. On l'aime bien, pourquoi? Parce qu'il est mignon, il a une petite tête mignonne, pourtant il est recouvert de piquant, mais ça ne nous dérange pas plus que ça, on l'aime bien. Alors on l'aime bien pour plusieurs raisons, et la raison scientifique pour laquelle on l'aime bien, c'est que notamment il mange 9 kg d'escargots et limaces par an. Alors c'est plutôt chouette pour le jardinier, qui va pas avoir besoin de traiter son jardin. Or, dans des jardins qui auraient été traités avec les petits granulés bleus qu'on connaît bien, les antilimaces, pareil, on va avoir ce hérisson qui risque de s'intoxiquer et d'accumuler ces produits qui sont toxiques pour lui. Alors lui, il souffre de plusieurs choses. Alors il y a eu pas mal de communication sur la disparition du hérisson, notamment il y a quelques années. Le hérisson aujourd'hui se porte pas mal en fait. Il n'est pas vraiment en voie de disparition. On en voit souvent écrasé sur les routes, mais c'est un animal qui finalement vit plutôt bien, et notamment qui vit plutôt bien en ville. Il y a des études notamment qui ont montré que ce hérisson, la densité de population de hérissons à la campagne aujourd'hui, c'était 3 hérissons au kilomètre carré. En ville, c'est 30 hérissons au kilomètre carré. Donc c'est un animal qui vit très bien en ville du fait qu'on ait des jardins, qu'on ait des potagers et surtout qu'on ait des communications entre nos jardins. Donc voilà à quoi peuvent ressembler les zones humides et les cours d'eau à Blagnac. Donc en haut, ici, on a la mare sur la zone du Baricou. Voilà. Alors c'est une mare qui nous semble très naturelle, mais si je ne me trompe pas, c'est un bassin de rétention d'eau de pluie, qui sert à récolter l'eau des zones qui sont imperméables à côté. Et elle joue très très bien son rôle d'épuration de l'eau et de zone de vie pour la biodiversité.
On a fait une balade au Baricou il y a quelques temps, ça faisait partie du cycle des 4 balades qu'on a fait ensemble à Blagnac. On a cherché des larves de moustiques avec les participants, on n'en a pas trouvé. Voilà. Par contre, on a trouvé des têtards, par contre on a trouvé des larves de libellules qui sont des prédateurs de moustiques. Voilà. Donc nous on n'a pas trouvé de larves de moustiques dans cette zone-là. Donc la Garonne, bien évidemment, le Rioux, voilà, qui est un petit cours d'eau qui nous paraît un peu insignifiant, mais il a des arbres au bord, notamment des aulnes, des frênes, des saules, avec un système racinaire. Donc là, tout ce qui est rouge, c'est des racines, et ces racines, elles vont directement dans l'eau, elles puisent de l'eau, elles puisent des éléments minéraux, elles puisent des nitrates, et ça fait des caches pour les poissons. Donc là, j'avais vu notamment un serpent dans ce réseau racinaire. Et les plans d'eau des 15 sols, voilà, qui sont des anciennes gravières, mais qui aujourd'hui accueillent une biodiversité intéressante et qui sont en voie, on va dire, d'évolution naturelle. Donc dans les arbres qu'on va retrouver au bord de ces zones humides, notamment au bord de la Garonne, on a cet arbre-là qui s'appelle le peuplier. Alors quand on les regarde dans le paysage, on les voit assez facilement. C'est un très grand arbre. C'est ce qui lui a son nom. Hein. Les Romains les plantaient sur la place du peuple, donc on les a appelés des peupliers. Voilà. Non pas parce qu'il peut plier. Une fois, on dit ça aussi. Alors c'est un bois tendre. On s'en sert pour faire des allumettes, on s'en sert pour faire des cagettes. C'est un bois qui est léger. Pour le reconnaître, c'est assez facile. Donc, je vous l'ai dit, grande taille. Et ensuite, les feuilles sont de forme triangulaire. Voilà. Donc, au bord de l'eau, feuilles triangulaires. Des animaux qu'on va retrouver au bord de l'eau, des libellules, 90. C'est pas le nombre d'espèces de libellules qu'on trouve à Blagnac. Je crois qu'il y en a une petite dizaine. Mais 90, c'est la vitesse de vol d'une libellule en vol de pointe. Donc maintenant, avec les nouveaux radars, elle se ferait flasher sur une route départementale, cette libellule. C'est le seul insecte dans notre cortège local qui est capable de voler en avant, en arrière et sur place. En arrière sans se retourner. Voilà. Donc c'est un animal qui est très intéressant. C'est aussi un chasseur d'insectes, tic moustique, et qui est capable de manger notamment des insectes qui vivent dans l'eau quand elle est jeune. Donc là, on a une mue. Donc la larve ressemble un petit peu à ça, et quand elle va se métamorphoser, elle sort de l'eau, elle se sert de la végétation aquatique, c'est pour ça que dans une zone humide, il y a besoin de végétation. Et elle se métamorphose, elle sort par ce petit trou là qui est ici, elle déploie ses ailes, et ensuite elle s'envole. Donc 3 à 5 ans dans l'eau, elle mange des têtards, des larves d'insectes, des petits poissons, et ensuite dans l'air, elle va manger les insectes qui sont aériens, et notamment elle va chasser au-dessus des prairies. Un oiseau qu'on retrouve dans les ripisylves. Donc ripisylves, c'est les forêts qui poussent au bord de l'eau. Donc on le voit au bord de la Garonne. Celui-là, il chante au printemps. Alors vous ne le verrez jamais comme ça. C'est très très rare de le voir. Souvent on l'entend. Je vais vous faire entendre son chant. Il a la taille d'un merle. Il s'appelle le loriot d'Europe. Alors c'est un oiseau qui est assez joli, hein, qui malgré sa couleur est très discret. Et son chant, il a un chant et un cri. Voilà, il a un chant flûté, lulo, lulo, luo. Voilà. Donc on le voit jamais. Il chante à la cime des arbres. Et quand il a son cri, il a un cri de chat qu'on écrase. Voilà. Donc le côté Dr Jekyll et Mr Hyde, un chant très joli, très flûté, et un chant un peu pas très sympa, pas très joli. Alors c'est un oiseau qui vit dans la ripisylve, et la femelle elle est verte, elle se cache très bien dans les feuilles, et ils vont faire leur nid entre 2 branches, et ils vont faire un nid en forme de hamac qui va se balancer au vent. C'est assez joli. Je vous ai pas mis de photos, mais c'est assez joli et assez caractéristique de l'espèce. C'est un animal qui mange des fruits, en l'occurrence. Voilà. Il aime bien notamment manger des figues. Un autre oiseau, le martin pêcheur. Alors, quand on a la chance de le voir comme ça, généralement on est resté longtemps pour faire la photo. Ouais, c'est une petite flèche bleue qui passe au-dessus de la rivière, qui, comme son nom l'indique, mange des poissons. Alors il y a des toutes petites pattes, toutes courtes, parce qu'en fait il fait un terrier qui creuse avec son bec, avec ses pattes, et il marche dans son terrier pour aller nourrir ses petits et rejoindre la femelle. C'est un oiseau magnifique, hein. Souvent on envie un peu les pays tropicaux d'avoir des oiseaux très colorés. Et ce martin pêcheur, c'est un des oiseaux les plus colorés qu'on ait. Voilà. Alors, celui-là, les gens l'aiment pas forcément. Qu'est-ce qu'on a là? Une couleuvre.
couleuvre vipérine. Pourquoi vipérine? Tout simplement parce que sa technique de feinte pour ne pas se faire manger, c'est d'imiter la vipère. Elle imite la vipère comment? Le coloris. Le zigzag un peu prononcé sur le dos. Souvent on dit j'ai vu une vipère, elle avait un zigzag sur le dos. Le V sur la tête. Alors là, c'est pas flagrant, mais on pourrait avoir un V, et surtout cette couleuvre, quand elle se sent menacée, elle aplatit sa tête et elle prend une forme de tête triangulaire. Ah, j'ai vu une vipère, elle a vu une tête triangulaire. Raté. Et du coup, voilà, ce qui fait qu'on peut la confondre très facilement. Et on l'appelle même la vipère d'eau, parfois. Donc quand on entend une vipère d'eau, généralement, c'est la couleuvre vipérine. Oui. Alors il y a la taille aussi qui vient souvent. Oui, les couleuvres, elles sont plus longues que les vipères. Sauf qu'il ne faut pas oublier qu'une vipère, une couleuvre, quand elle va naître, elle va faire une petite dizaine de centimètres au maximum. Et donc, un petit serpent ne veut pas dire forcément vipère. Par contre, en effet, les vipères sont plus petites que les couleuvres. Une couleuvre, elle va atteindre entre 1,20 m et 1,60 m en fonction des espèces, chez nous, localement. Alors que la couleuvre, elle va rarement dépasser, la vipère, pardon, elle va rarement dépasser 60-70 cm. Donc la couleuvre vipérine, 40 minutes, c'est le temps qu'elle est capable, elle peut rester sous l'eau en apnée pendant 40 minutes pour chasser du poisson. Voilà. Poisson amphibien. Voilà pourquoi elle fréquente le milieu aquatique.